Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'analyse d'Inside News RDC. Hier, 22 janvier 2026, le Congrès américain tenait une audition sur l'application des accords de Washington. 50 jours après la signature historique entre Tshisekedi et Kagame, les parlementaires américains Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'analyse d'Inside News RDC. Hier, 22 janvier 2026, le Congrès américain tenait une audition sur l'application des accords de Washington. 50 jours après la signature historique entre Tshisekedi et Kagame, les parlementaires américains voulaient savoir: est-ce que ça marche? La réponse officielle: oui, nous restons engagés. La réalité sur le terrain? Goma reste encore occupé. Uvira, certes libéré du M23 à cette heure où nous diffusons cette analyse, mais nous avons 500 000 nouveaux déplacés depuis début décembre. Mais ce soir, nous n'allons pas répéter ce que vous savez déjà. Nous allons décrypter ce qui s'est dit sans être prononcé. Les silences stratégiques, les contradictions révélatrices, les aveux camouflés en langue diplomatique. Notre thèse est la suivante. Cette audition a mis en lumière le fait que Washington est pleinement conscient des violations par le Rwanda de ses engagements internationaux, mais choisit délibérément de ne pas intervenir à un certain niveau, afin de ne pas compromettre son objectif prioritaire: garantir l'accès des États-Unis aux minéraux critiques de la République démocratique du Congo, quitte à sacrifier temporairement la souveraineté congolaise. Toutefois, il est possible que notre interprétation soit erronée, voire biaisée par les limites de l'information disponible ou par nos propres présupposés. Seul le cours des événements à venir permettra de confirmer ou d'infirmer cette lecture stratégique des intentions américaines. Voici l'échange le plus révélateur de l'audition. La députée Sarah Jacobs demande directement à Sarah Trautmann, sous-secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, quelles mesures punitives, y compris des sanctions, les États-Unis sont-ils prêts à prendre contre le Rwanda et le M23? La réponse de Trautmann: nous continuons à garder toutes les options sur la table pour inciter au changement de comportement. Mais Jacobs insiste: pouvez-vous me donner un calendrier concret? Et Trautmann rétorque: ces décisions sont au-dessus de mon niveau de responsabilité, mais nous continuons à en discuter au plus haut niveau. Traduisons cet échange. Quand un diplomate dit « toutes les options sur la table », cela signifie « aucune décision n'a été prise ». Quand elle dit « nous en discutons », cela signifie « nous ne sommes pas d'accord en interne ». Quand elle renvoie au plus haut niveau, cela signifie « le président Trump ou le secrétaire d'État Rubio bloquent ». Pourquoi cette paralysie? Parce que sanctionner le Rwanda compliquerait immédiatement deux accords signés le même jour que les accords de Washington: le partenariat stratégique États-Unis-RDC et le cadre de prospérité économique partagée États-Unis-Rwanda. Les deux accords donnent aux entreprises américaines un accès prioritaire aux chaînes d'approvisionnement minéral des deux pays. Le congressman Ronny Jackson l'a dit crûment: si la RDC et le Rwanda coopèrent sur les minéraux, l'un mine, l'autre raffine, tout le monde gagne économiquement et tout le monde a intérêt à maintenir la paix. Belle théorie. Sauf que pendant que Washington théorise, le Rwanda occupe militairement les zones minières qu'il est censé simplement raffiner. Et les États-Unis regardent ailleurs, parce que couper les ponts avec Kigali signifierait laisser la Chine reprendre le contrôle total des chaînes de cobalt et de coltan. Voilà le vrai calcul américain. Mieux vaut un Rwanda agressif mais aligné avec Washington qu'un Congo souverain mais dépendant de Pékin. Autre moment révélateur. Plusieurs parlementaires, Jacobs, Jackson, Evsky, ont martelé la même question. Pourquoi la société civile congolaise n'a-t-elle pas été consultée lors de la négociation des accords? Réponse standard de Trautmann, répétée 4 fois dans l'audition. Nos ambassades sont très engagées avec les groupes locaux.
et nous comptons sur l'Union africaine pour intégrer les voix de la société civile. C'est un aveu déguisé. Dire « nous comptons sur l'UA » signifie « nous ne l'avons pas fait nous-mêmes ». Renvoyer aux ambassades plutôt qu'aux négociateurs signifie « les décideurs n'ont pas jugé cela prioritaire ». Le député Jonathan Jackson a eu la phrase la plus dure. Vous dites que la société civile a été consultée. Tous les groupes congolais que j'ai contactés disent le contraire. Troutman n'a pas répondu directement. Elle a parlé du cadre d'intégration économique régionale, où diverses parties prenantes ont été consultées. Mais consulter sur un accord économique après avoir signé l'accord politique, c'est comme demander l'avis des passagers après que l'avion a décollé. Pourquoi cette exclusion ? Parce que les organisations congolaises, Denis Mukwege en tête, auraient exigé des conditions que Washington juge non négociables. Retrait total et vérifié des forces rwandaises avant tout investissement américain. Mécanisme de contrôle indépendant, redistribution des revenus miniers aux communautés locales. Or, l'administration Trump voulait un accord rapide, médiatisable, qui donne l'image d'un président de la paix. Inclure la société civile aurait ralenti le processus et ajouté des contraintes. Donc, on l'a écarté. Le résultat, un accord sans légitimité locale. Et sans légitimité locale, pas de durabilité. Le président Chris Smith a dit quelque chose que personne n'a relevé, mais qui est explosif. Nous avons de bonnes raisons de croire que les zones connues des combattants FDLR sont désormais sous contrôle du M23 et du Rwanda. Je m'attends à entendre quelles mesures le M23 et le Rwanda prennent pour démobiliser ces acteurs. Troutman a répondu « Nous continuons à insister auprès du gouvernement congolais sur l'importance de neutraliser le FDLR comme ils se sont engagés à le faire. » Vous avez noté l'asymétrie ? Smith dit « Le Rwanda contrôle les zones FDLR ». Troutman répond « C'est au Congo de s'en occuper ». Donc, c'est exactement la stratégie rwandaise depuis 30 ans. Justifier l'occupation par la menace FDLR, puis refuser de démanteler le FDLR une fois les zones contrôlées, pour maintenir le prétexte d'occupation. Et voici le fait que personne au Congrès n'a osé prononcer clairement. Le FDLR n'est plus une menace sérieuse pour le Rwanda en 2026. C'est un groupe vieillissant, affaibli, sans capacité offensive contre Kigali. Les experts militaires le savent, les diplomates le savent, mais tout le monde fait semblant de croire que c'est encore un danger existentiel. Mais arrêtons-nous sur les faits de 2026, pas sur les traumatismes de 1994. Aujourd'hui, le FDLR n'est plus une menace sérieuse pour la sécurité du Rwanda. Les experts militaires le confirment. Ce groupe affaibli, vieillissant, sans commandement cohérent, ne dispose ni de la capacité, ni de l'intention de mener des opérations offensives contre Kigali. Ils sont devenus un parasite sécuritaire, un groupe armé parmi tant d'autres dans l'Est congolais, que la RDC devrait éradiquer, comme elle devrait éradiquer toutes les milices qui déstabilisent son territoire. La preuve la plus accablante, les zones où opère le FDLR sont désormais sous contrôle du M23 et de l'armée rwandaise depuis des mois. Si la neutralisation du FDLR était vraiment l'objectif, elle aurait déjà eu lieu. Or, aucune opération de démobilisation n'a été lancée. Aucun combattant FDLR n'a été désarmé par les forces qui occupent leur zone d'opération. Pourquoi ? Parce que si on admet que le FDLR est insignifiant, on admet que l'occupation rwandaise n'a aucune justification sécuritaire. On admet que c'est purement économique. Contrôler les mines, contrôler les routes commerciales, contrôler la valeur ajoutée. Smith a failli le dire. Il s'est arrêté à temps. Parce que dire la vérité complète obligerait Washington à choisir un camp. Et Washington ne veut pas choisir tant que les minéraux continuent de circuler. Le congressman Jackson a eu cet échange avec Troutman. Et voici ce qu'il lui dit. Combien les États-Unis dépensent-ils actuellement en aide humanitaire en RDC ? Troutman lui répond. L'année dernière, nous avons fourni 191 millions de dollars, ce qui représente 30% de la réponse humanitaire totale en RDC. Mais Jackson revient à la charge. Et combien prévoyez-vous pour 2026 ? Et Troutman réagit en disant «
la RDC reste une priorité stratégique pour l'assistance américaine. L'aviez-vous entendu? Elle n'a pas donné de chiffres pour 2026, parce qu'elle ne peut pas. L'administration Trump a coupé massivement l'aide humanitaire à la RDC, moins 300 millions de dollars depuis décembre. Les chiffres que Jacobs a cités sont accablants. 8200 personnes vivant avec le VIH privées de traitement. Le Programme alimentaire mondial obligé de réduire de moitié ses bénéficiaires, 1 million à 600 000. Le service pour survivantes de viols de guerre, drastiquement réduit alors que les viols explosent. Et voici le paradoxe que personne n'a explicité. Washington coupe l'aide humanitaire au moment exact où il signe un accord de paix. Si vous croyez vraiment à votre accord, pourquoi retirer les ressources qui maintiennent les gens en vie pendant la transition? La réponse est dans les priorités budgétaires. L'administration Trump a débloqué 2 milliards de dollars pour l'OCHA, Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, destiné à 17 pays. Mais ce fonds commun remplace les programmes bilatéraux directs. Résultat, moins de contrôle américain sur comment l'argent est utilisé et probablement moins d'argent total pour la RDC. Troutman a dit « Nous restons le premier donateur humanitaire mondial ». C'est techniquement vrai, mais c'est comme dire « Je suis toujours votre ami » pendant que vous retirez votre soutien financier. Les mots rassurent, les chiffres tuent. Un détail que très peu ont relevé. Le Rwanda accuse le Burundi d'avoir déployé 20 000 soldats au Sud Kivu pour soutenir la RDC contre le M23. Si c'est vrai, et les Nations Unies ne l'ont pas démenti, cela change totalement la donne. Ce n'est plus un conflit bilatéral RDC-Rwanda. C'est une guerre régionale où le Burundi, qui soutient discrètement la RDC, et potentiellement l'Angola sont impliqués. Or, les accords de Washington ne mentionnent même pas le Burundi. Ils ne prévoient aucun mécanisme pour gérer les forces tierces. C'est un accord à 2 parties pour un conflit à 5 acteurs. Le congressman Ronny Jackson l'a compris. Il a dit « Nous devons intégrer l'Ouganda et le Burundi dans le cadre économique régional. Sinon, ils n'auront aucun intérêt à la paix. » Exactement. Mais Washington ne l'a pas fait parce que cela compliquerait la narrative du Trump fait la paix en Afrique. Plus simple de faire une photo à 2 présidents que de convoquer un sommet régional complexe. Résultat, l'accord ignore délibérément la moitié des acteurs du conflit. Comment voulez-vous qu'il fonctionne? Voici l'ironie suprême que Jackson a énoncée sans que personne ne mesure la portée. Le grand gagnant de tout cela, c'est la Chine. Elle prospère dans l'instabilité. Tant qu'il y a du chaos, les entreprises occidentales ne viennent pas et la Chine achète les ressources à prix cassé. Il a raison, mais il n'a pas poussé le raisonnement jusqu'au bout. Si la Chine profite de l'instabilité et si le Rwanda maintient l'instabilité en occupant l'Est congolais, alors le Rwanda, objectivement, sert les intérêts chinois, même s'il signe des accords avec Washington. Les données le confirment. Depuis la signature des accords de Washington le 4 décembre, les exportations chinoises de cobalt raffiné en provenance de la région des Grands Lacs ont augmenté de 18%. Pourquoi? Parce que dans le chaos, les réseaux de contrebande fonctionnent mieux que les chaînes légales. Congo Dongfang Mining Corporation, sanctionné en décembre par les États-Unis pour avoir financé le M23, continue d'opérer via des filiales écrans. Les camions chargés de coltan partent toujours de Goma vers Gisenyi, puis Kigali, puis Shenzhen. Les accords de Washington promettent de casser le monopole chinois. En réalité, sans mécanisme de contrôle sur le terrain, ils ne font que donner une légitimité diplomatique à un statu quo qui enrichit Pékin. Et Washington le sait, mais préfère l'illusion d'un accord à l'aveu d'un échec. Ce qu'il faut retenir de cette audition parlementaire, Washington a construit un théâtre de la paix pendant que la guerre continue. Les accords de Washington ne sont pas une arnaque totale. Ils contiennent des clauses utiles sur la transparence minière, la régulation du secteur artisanal, la protection des travailleurs. Sur le papier, c'est du sérieux. Mais un accord non appliqué est une fiction. Et 50 jours après la signature, rien, absolument rien, des engagements sécuritaires n'a été respecté. Le Rwanda n'a pas retiré ses troupes. Le M23 n'a pas reculé de 75 km comme exigé.
Le FDLR n'a pas été démantelé. Les mécanismes de vérification indépendants n'ont pas été déployés. Et surtout, aucune sanction n'a été imposée à qui que ce soit. Pendant ce temps, 7 millions de Congolais restent déplacés, 26 millions en insécurité alimentaire et les viols de guerre battent des records. L'audition d'hier a révélé une vérité que personne n'a voulu prononcer clairement. Les États-Unis ont choisi. Ils ont choisi l'accès aux minéraux plutôt que la justice pour les Congolais. Ils ont choisi la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement plutôt que la souveraineté de la RDC. Ils ont choisi un Rwanda non sanctionné plutôt qu'un Congo vengé. Ce choix n'est pas définitif. Chris Smith l'a dit en fin de séance. Nous avons une obligation. J'ai poussé pour la loi Magnitsky mondiale qui sanctionne les violateurs des droits humains. Je ferai une loi spécifique sur la RDC si nécessaire. C'est la seule lueur d'espoir de cette audition. Le Congrès peut contourner l'exécutif. Les parlementaires peuvent imposer des sanctions par la loi, même si Trump et Rubio hésitent. Mais cela prendra des mois. Et pendant ces mois, combien de Congolais mourront pendant que Washington discute au plus haut niveau? Exigez des actes, pas des discussions. Partagez cette analyse. Interpellez vos représentants. Ne laissez pas la langue diplomatique masquer l'inaction criminelle. C'était Julia pour Inside News RDC. Les silences en disent parfois plus que les discours. Prenez soin de vous et bonne continuation. Famille Tshisekedi fait badondwa na Congo. Bon sakana ba Congo la ba bolole oyo batikeli bino Congo ha. Limbondo ezanga bicarbonate miyibi moko bata salita na poto abozalaki atala bilamba atala ba chemise bonalati na ba poto aboyaki na elokoni na ba poto ngana lekaki binoti majorité abatu boyaki na ba poto ngai boketso ya mona lekai bino na courage na lekai bino na kusimba mbongo na koluka mbongo boyaki na eloko te bozwi grâce ngolu ya kindoki kana bapesi bino pouvoir sans pouvoir bovandeli Congo bolingi bokanga bata en otage.